Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de webinaires. Donc nous allons commencer à consacrer cette première session pour vous illustrer en 30 minutes quels sont les piliers d'une gestion d'exigence. Donc petit webinaire qui se voudra court et intense. Donc pour ce faire, cette session sera animée par Linda Snaf, Bonjour à toutes et à tous. donc, et moi-même, Marc Sanvoisin de la société Bémarc, ainsi que par Saïd Jarrard, Bonjour. voilà, de la société Sodus. Alors, quelques infos avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette session est enregistrée et sera donc disponible à la demande ou sur YouTube dans les jours à venir. Et à la fin de cette session, vous avez également la possibilité de poser vos questions à travers le chat de cette présentation. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de faire une brève présentation de nos sociétés respectives. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Saïd Jarrard de la société Sodus. Alors Sodus, en quelques mots, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous travaillons depuis plus de 20 ans, 23 ans exactement, dans le domaine de l'ingénierie logicielle et de l'ingénierie système. Et notre vocation, c'est d'aider nos clients à résoudre les problématiques d'intégration, de transformation, de migration de données d'ingénierie dans les différentes phases de conception et de développement des projets. Alors pour ce faire, on dispose d'un portefeuille de connecteurs pour apporter de la continuité numérique à nos clients, aussi bien pour équiper des chaînes de développement outillées qui sont hétérogènes, donc multi-éditeurs, que pour répondre aux fortes contraintes réglementaires de leur marché. Aéronautique, défense, militaire, énergie, etc., etc. Alors, mes connecteurs sont vendus soit sur étagère, soit en marque blanche, packagés avec les outils ELM d'IBM. Et c'est dans ce registre que nous collaborons avec les marques. Oui, alors, en effet, ouais, Bémarc est un business partner d'IBM et donc nous avons la particularité d'avoir une double casquette. Donc nous sommes également depuis 20 ans, c'est la durée de vie de la relation avec IBM. Depuis que nous sommes à la fois revendeurs des solutions IBM à des clients finaux, mais nous avons également la casquette de distributeur à des service providers ou à des éditeurs. Donc, nous vendons ces produits en marque blanche afin que les éditeurs puissent les incorporer à leur solution finale et ainsi apporter de la valeur ajoutée aux solutions IBM. Et donc, nous collaborons ainsi avec Sodus. Pour présenter l'agenda, grosse maille, donc on a délibérément fait un format court, ludique, concis, donc qui va à l'essentiel. On va faire une brève introduction en préambule de l'ingénierie des exigences. Ensuite, on va vous présenter les 6 piliers fondamentaux de l'IE, de l'ingénierie des exigences. Et enfin, on va faire une conclusion avec une session questions-réponses qu'on va picorer sur le chat pour finir cette session webinaire. Alors, quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet concernant la gestion des exigences. Il faut savoir que aujourd'hui, 50% des projets de conception et de développement de systèmes échouent. Alors, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Et quand on se penche en fait sur les causes de cet échec, on s'aperçoit que 80% des causes sont dues au fait que le système ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Comme ça, le débat est posé. On pourrait se dire, mais pour quelle raison? Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a 3 grandes raisons majeures qui expliquent cet échec. La première, on va considérer très vite que les besoins des utilisateurs sont connus. Ils sont connus, ils sont stables et ils ne vont pas évoluer dans le temps. C'est une source d'erreur. La deuxième raison, même chose, les utilisateurs ne sont pas suffisamment impliqués en amont dans le processus de développement. Donc, il n'y a pas cette notion d'intégrer en fait
les utilisateurs finaux dans les phases amont de l'ingénierie de diligence, de la conception des systèmes. Et enfin, la troisième raison, le développement est trop centré sur la solution technologique, produit fini, et pas assez sur le besoin de l'utilisateur final en amont. En résumé, l'activité d'ingénierie des exigences est trop souvent négligée, et ce qui explique en fait les raisons de ces échecs nombreux dans la conception de projets. Alors, ingénierie des exigences, définition. On peut en avoir en fait plusieurs aujourd'hui de disponibles sur les différents supports. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle qui définit une branche du génie logiciel qui propose une démarche méthodologique qui regroupe plusieurs activités permettant d'établir et de maintenir dans le temps un cahier des charges d'exigences exprimé par une communauté d'utilisateurs. Et j'insiste bien sur le terme communauté d'utilisateurs. C'est un ensemble en fait de parties prenantes. En gros, c'est une discipline qui permet de transformer des besoins, des souhaits d'utilisateurs en une spécification précise des exigences du système et donc finalement de définir la relation entre un système et ses utilisateurs. Bien. Merci Saïd et merci Marc. Donc, si j'ai bien compris, vous allez nous présenter aujourd'hui un outil de gestion des exigences. Mais quel point important ou caractéristique fondamentale un tel outil doit avoir pour répondre à la problématique du jour, et notamment ces deux mots d'ordre définis que sont la simplicité et le professionnalisme? Je vais prendre ce point, Linda. Très bien. En fait, nous voyons 6 points qui sont cruciaux pour avoir un outil simple et performant et professionnel. Le premier est donc la gestion des attributs et la granularité nécessaire pour pouvoir définir toutes les exigences. Le deuxième point est une collaboration efficace et contrôlée au sein de toute l'équipe, de toute la partie prenante du projet. Une traçabilité qui est évidemment un point essentiel de l'outil de gestion d'exigences. Une gestion d'historique, de la sécurité et un bon reporting. On verra pourquoi c'est très, très important et c'est professionnel. La hiérarchie des exigences entre en ligne de compte. Et enfin, the list not the last, la gestion des branches ou ce qu'on appelle également les variants ou en anglais reuse, qui est un point fondamental d'un bon outil de gestion d'exigences. Merci Marc. Donc, si j'ai bien noté les 6 thèmes que vous allez aborder dans cette petite demi-heure, mais j'aimerais vous lancer un petit défi. C'est vrai qu'on aborde souvent la gestion des exigences à travers le développement d'une solution informatique ou d'un système complexe. Mais si vous acceptez cette mission, j'aimerais qu'on puisse aborder cette thématique autour d'un sujet complètement différent et d'actualité, ma foi. Par exemple, par le biais de la création d'un système de réservation hôtelière. Défi, pas défi, messieurs, qu'en pensez-vous? On est joueurs, hein. Ah, c'est bien. On va relever le défi On aime. Et haut la main. Et haut la main. En plus, ça s'y prête. Et pas plus tard qu'hier, j'ai fait mes réservations pour cet été. Donc, ça va être intéressant de voir l'envers du décor cette fois-ci. Exactement. Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, puisque tu as commencé tu as pris la parole, je te la laisse pour nous expliquer en fait le tout premier pilier de l'IE, à savoir la gestion des attributs et la granularité. Tu peux nous en dire un peu plus? Merci Linda. Oui, bien sûr. Attributs, granularité, c'est des termes en fait qui peuvent paraître compliqués à appréhender, mais en fait l'idée, elle est très simple. Quand on développe un logiciel, un système, on va devoir en fait passer par des étapes, des routines que tout le monde connaît. On va devoir définir des besoins, gérer des cas de test, développer du code, gérer des changements, des anomalies. Bref, ces données en fait vont devoir être tracées et surtout bien s'articuler les unes avec les autres. Ça, c'est fondamental. Eh bien, c'est l'objectif de la gestion des exigences. Et ces exigences vont avoir un certain nombre d'attributs qui vont nous permettre, en fin de compte, de les préciser.
Alors, on va avoir des attributs qui nous paraissent nécessaires, comme définir un titre, donner une description de nos exigences. En l'occurrence, si on prend notre exemple d'application de réservation, le titre, ça va être mis en place d'un système de réservation de chambre d'hôtel. Ça, en fait, c'est figé, c'est clair et net. Ensuite, on va avoir une notion de priorité dans les exigences. On ne va pas pouvoir tout faire dans le délai dès le début du projet, mais on va essayer d'échelonner les priorités sur différentes versions du produit. De même qu'on va devoir définir des types d'exigences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la différence entre les exigences qui sont dites fonctionnelles, c'est-à-dire au service de l'utilisateur, donc celui qui est en bout de chaîne, qui va utiliser en fait l'application. Dans notre exemple, c'est le système de réservation doit être multilingue. Ça, c'est une exigence fonctionnelle. Le système de réservation doit être capable de répondre à de l'accessibilité pour les non-voyants. Ça, c'est une exigence fonctionnelle. Et puis, il y a les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire les environnements de sécurité, la confidentialité des données, l'accessibilité au système. Donc, si on prend un simple point dans notre exemple de réservation, notre système de réservation doit prendre en compte le paiement sécurisé par carte bancaire. Alors, toujours dans l'élaboration des attributs qui sont liés aux exigences définies, il va être nécessaire de bien caractériser ces exigences. C'est là où on va parler de notion de granularité, une notion très importante. Ça veut dire quoi? On va devoir descendre plus en détail, plus finement dans le niveau d'exigence. Et là, ces exigences doivent être correctes. Ça, c'est dans la chaîne type en fait, de la granularité des exigences. Les exigences doivent être correctes, c'est-à-dire qu'elles doivent correspondre à un besoin réel et nécessaire. Elles doivent être atomiques, c'est-à-dire qu'elles n'expriment qu'un seul fait. Par exemple, entrer dans l'application votre numéro de carte bancaire et la date d'expiration de votre carte. De même qu'elles ne doivent pas être ambiguës, donc elles doivent relater un seul fait, une seule situation, sans prêter à l'interprétation. De même qu'elles doivent être traçables. Donc quand je dis traçable, c'est pouvoir faire de l'analyse d'impact, par exemple. Si on modifie une exigence, être capable en fait, de la tracer pour en définir en fait en cas de modification les impacts sur les autres exigences en fait, du système ou du cahier des charges qu'on a défini en amont. Et puis enfin, ces exigences doivent être vérifiables et complètes. Si, dans mon exemple, réservation d'une chambre d'hôtel avec petit déjeuner, donc chambre double avec petit déjeuner, c'est une exigence qui est complète. Très bien. Écoute, merci Saïd pour toutes ces précisions. Marc, est-ce qu'à ton tour, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que la collaboration? Bien sûr, la collaboration dans un outil d'exigence, c'est quelque chose de très important. Alors, la complexité des systèmes, des projets d'ingénierie est principalement due à l'interdépendance qu'il peut y avoir entre les composants du système à livrer et des différentes disciplines. À cette complexité est souvent jumelée à une problématique ou une complexité organisationnelle, de temps et de géographie. Toutes les équipes ne sont pas au même endroit et puis tout n'est pas traité au même instant. Donc, dans notre système de réservation hôtelier, puisque c'est le défi lancé par l'IDA, on peut l'illustrer donc par il va intervenir une notion géographique, puisque peut-être que la réservation pour les hôtels américain sera fait aux États-Unis, alors que la réservation pour les hôtels africains sera fait en Europe ou en Inde. Et puis également le type d'hôtel. Donc, on doit donc avoir une vue parfaite des équipes engagées pour pouvoir collaborer entre toutes ces équipes. Alors, la collaboration, elle est importante et
cette communication, puisque la collaboration passe d'abord par la communication, cette communication donc est importante quel que soit le type du projet, que ce soit des projets de cycle en V ou peut-être d'autant plus si c'est en mode agile. En deuxième point, le profil du collaborateur doit être très bien défini. Et à chaque collaborateur aura un accès à des fonctionnalités particulières. On ne va pas ouvrir le champ des possibles à tout le monde et un développeur ne pourra pas avoir accès en écriture à des exigences, par exemple. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc, cette gestion humaine versus les droits doit être facilement gérable et ceci à travers donc l'outil par le chef de projet. Le troisième point est la vision en temps réel de l'avancement des projets. Alors, qu'il y a vision en temps réel d'avancement des projets, ce n'est pas pour faire du flicage des équipes, mais plus pour pouvoir réorganiser le travail si une équipe est un petit peu à la peine et a pris un petit peu de retard. Donc, cette communication qui doit avoir lieu à travers les équipes ainsi définies doit être adaptée. Hein. Il peut y avoir des communications informelles à travers un chat. Et puis, il peut y avoir également des communications beaucoup plus formelles à travers des écrits qui seront traçables et auditables. Donc, cette communication doit être donc le plus adaptée possible au but du passage d'informations. Et cette communication doit se faire tout au long du cycle de vie du projet et incorporer, si nécessaire, les clients ou les auditeurs, par exemple, s'il y a des audits, on verra un petit peu plus tard pourquoi. Donc, cette communication va permettre une réactivité accrue, et qui dit réactivité accrue dit évidemment un gain substantiel d'économie. Très bien, merci beaucoup Marc. Une notion fondamentale de l'IE que l'on retrouve est la traçabilité. Est-ce que Saïd, tu peux nous en dire à ton tour un peu plus? Fondamentale, combien en fait importante cette notion de traçabilité. Merci Linda. Alors, pour comprendre cette notion qu'est la traçabilité des exigences, ce que je vous propose, c'est de repartir de notre exemple de système de réservation hôtelière. Comme ça, on va pouvoir illustrer en fait plus en détail l'importance d'une traçabilité aboutie. Alors, dans notre application de système de réservation, j'ai un besoin qui m'a été exprimé. Le système de réservation doit être multilingue. Alors, ce besoin métier, parce qu'on a fait des analyses, on a jugé qu'il était ô combien en fait prioritaire, on va estimer que ce besoin sera couvert par le biais du logiciel. On va donc transformer ce besoin en exigence, donc besoin utilisateur, exigence métier, à l'intérieur du logiciel. Et en l'occurrence, on va s'assurer que dans notre application de réservation, figurent bien les icônes des langues concernées. Donc, comme tout système de réservation, comme on l'entend, doit figurer en fait des icônes, des drapeaux, des langues concernées. Donc, on connaît tous ça. Je rappelle qu'une exigence, c'est juste la capacité qu'a le logiciel de satisfaire un besoin. C'est une notion très importante. Alors, ensuite, le logiciel va être développé et enfin, on va tracer ce lien entre le besoin initial, l'exigence associée et le logiciel par le biais des tests, un test de validation et de vérification. Tout ça pour bien s'assurer qu'à la fin, le logiciel répond bien aux besoins du métier qui a été exprimé. Eh bien, c'est toute cette traçabilité qui permet de faire la gestion d'exigence. Donc, c'est vraiment tout ce maillage, toute cette chaîne de valeurs qui permet de faire la gestion d'exigence, notamment quand on est en phase de maintenance évolutive et de maintenance corrective. Alors maintenant, le logiciel est en production. On a un changement d'un besoin métier qui apparaît, en l'occurrence dans notre exemple de réservation, de système de réservation. On va rajouter le japonais dans les des langues qui sont disponibles, parce qu'on adresse en fait le marché asiatique. Alors, que faire?
quel impact aura ce changement dans mon logiciel. Si on n'a pas en fait cette traçabilité au sein en fait de notre chaîne de gestion des exigences, ça va être très compliqué d'être sûr qu'on va corriger au bon endroit. Et puis dans l'autre sens, c'est pareil. Donc j'ai dit que le logiciel est en production, il y a un bug, une demande d'évolution purement technique qui apparaît. Le développeur, il corrige pour répondre à la demande métier, mais on va s'apercevoir que cette correction, elle a des effets de bord sur l'architecture logicielle. Le développeur ne le saura pas s'il n'y a pas cette traçabilité qui est définie en amont. Très bien. Merci Saïd, hein. C'est très clair. Donc effectivement, c'est une notion fondamentale et très importante, mais on parle également de traçabilité historique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marc, à ton tour? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, hein, donc Saïd nous a bien montré la traçabilité, je veux dire en temps réel, en temps réel donc entre les artefacts. Mais on a besoin également d'avoir une traçabilité historique, comme l'a mentionné Linda. Donc, pourquoi une traçabilité historique? En fait, c'est pour des questions de stabilité et de sécurité. Alors, un des points forts de la solution que l'on présente aujourd'hui, la Danse Next, est son adaptabilité à des métiers très spécifiques. Donc, on peut prendre, par exemple, grâce à des templates, on peut prendre l'automobile avec un template répondant à la norme ISO 26262. Également dans le medical device, hein, dans l'instrumentation médicale, avec l'ISO 13485. Donc, dans notre cas de figure, nous, on va être peut-être plus lié à un problème d'audit sur la cybersécurité avec l'ISO 27001 ou avec des normes aussi concernant le paiement bancaire. Donc, mais qui dit auditabilité ou audit dit qu'on doit être capable de répondre au triptyque qui, quand, pourquoi. Donc, qui a fait la demande de changement? Quand cette demande de changement a-t-elle été faite? Pourquoi cette demande de changement a été faite? Qui a pris en compte cette demande de changement? Quand cette demande de changement a été faite, etc., etc. Très bien. Merci, Marc. Le prochain sujet, la hiérarchie. Qui s'y colle? Si l'outil est relié à un outil de gestion de test, cette traçabilité peut aller jusqu'au cas test, le test résultant de cette campagne. Donc, et puis en plus, l'historisation est un élément très important et un élément clé quand on va parler de la gestion de configuration. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, j'ai pas tout à fait fini. Eh bien oui, je ne sais pas pourquoi, je lance le prochain sujet alors que tu n'as pas fini. Tu as encore tout plein de choses à nous dire sur la traçabilité historique. Désolé, monsieur. Non, la traçabilité historique, c'est fait. Maintenant, je vais parler des indicateurs et de la publication. C'était dans un outil d'exigence, on doit avoir une vue en temps réel des projets. Et cette vue en temps réel des projets, elle peut se faire très facilement à travers une quantité importante de widgets qui sont prédéfinis et donc voir en temps réel les métriques d'un ou des projets, d'avoir une vue microscopique ou macroscopique. Ces widgets, cette vue peut être avoir une vue, des métriques chiffrées, en histogramme, en camembert, en complétude, à vous choisir, vous avez tout un vaste choix. Alors bien sûr, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'équipe n'ont pas besoin d'avoir la même vision de l'avancement des projets. Un responsable qualité sera plus intéressé par une complétude des tests et un développeur par une complétude de l'avancement du développement. Le chef de projet, lui, voudra avoir une vue plus globale. Donc, chaque rôle pourra avoir, à travers son dashboard propre, les indicateurs qui lui sont propres. Donc, une fois qu'on a ces indicateurs, on a aussi besoin, dans la communication,
d'être capable de faire des rapports. Que ce soit les utilisateurs, les chefs de projet, les responsables d'assurance qualité, tout le monde est amené à faire des rapports réguliers, des rapports d'avancement, des rapports d'audit, puisqu'on a vu tout à l'heure l'historisation et l'importance dans les audits. Et donc, il faudra fournir des rapports à un format prédéfini. Donc, la solution permet justement d'établir un canevas qui sera propre à chaque rapport et répondre aux besoins des récipiendaires de ces rapports. Une fois que ce canevas sera fait et défini, le rapport sera rédigé sous une forme automatisée en un simple clic. Et bien sûr, ces rapports sont considérés comme des artefacts même du projet et seront enregistrés et répertoriés à des fins de traçabilité. Ces indicateurs, ces publications automatiques sont également des points importants pour gagner en efficacité, en rapidité et donc en coût. Merci Marc. Désolée de t'avoir entrecoupé. C'est vrai que ton volet parlait de l'historique, mais également de la sécurité et du reporting. Donc, merci pour avoir insisté. Donc là, ce coup-ci, alors, on va aborder la notion suivante qui est la hiérarchie. Eh bien, écoute, si tu veux, Saïd, tu peux aborder, voilà, prendre pour toi ce sujet. Nous t'écoutons. Merci Linda. Alors, hiérarchie ici, en quelques mots, il va s'agir en fait de traiter l'information collectée et de transformer les besoins des utilisateurs en exigences du système. Alors, dans cette phase de hiérarchisation des exigences, dans cette partie, on a 4 grandes activités principalement à couvrir. La première activité, on doit d'abord aller chercher l'information. C'est le b.a.-ba. Ces informations qui doivent nous permettre de comprendre quels sont les besoins des utilisateurs du métier qui sont concernés. Une fois qu'on a collecté cette information, on doit être capable de la formaliser à travers un cahier des charges. Voilà, première activité couverte. Deuxième activité, dans cette chaîne de hiérarchisation des exigences, elle va consister à cette activité à analyser ces informations et en faire une spécification précise où on va transformer ces besoins utilisateurs en exigences que le système va devoir satisfaire. Transforme les exigences en exigences. Transformation des besoins en exigences. Alors, ces exigences seront classées par ordre de priorité, surtout si on est dans un gros projet, on ne va pas pouvoir tout développer du premier coup. Je continue dans ma hiérarchie. J'arrive en fait à la troisième activité qui consiste à valider, à compléter les exigences avec les utilisateurs et éventuellement à reboucler sur plusieurs choix possibles, faire de l'arbitrage, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à une notion de consensus. Se mettre d'accord en fait sur un canevas d'exigences qu'on va pouvoir en fait sur lequel on va pouvoir démarrer notre projet. Et puis, quatrième et dernière activité de hiérarchisation, ça c'est une activité un peu transverse, un peu en parallèle en fait des 3 autres. C'est tout ce qui est activité de management, qui va consister à documenter tout le processus d'ingénierie des exigences en termes de résolution de conflits, en termes de prise de décision, en termes d'arbitrage, car bien évidemment, on ne va pas réussir à satisfaire tout le monde. Alors, si on met ça en exergue par rapport à notre exemple de système de réservation d'hôtel, on va tout d'abord avoir les besoins exprimés par les utilisateurs finaux, que sont les clients. Par exemple, pouvoir payer en ligne, application multilingue, comme on l'a déjà précité, besoins spécifiques liés à la restauration, les accès PMR, etc. etc. Ensuite, on va transformer ces besoins en spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Exemple, langue anglaise avec l'icône concernée, connexion au système de paiement sécurisé qui doit prendre en compte les différents modes de paiement, les différentes cartes de paiement, etc. etc.
Éventuellement, on va compléter ces exigences pour répondre à des besoins spécifiques. L'accès au système de réservation pour les non-voyants, par exemple. Et enfin, des exigences qui doivent satisfaire les décideurs de la chaîne hôtelière. Alors, au niveau, en fait, management, pour avoir une vue à 360 degrés, en fait, du comportement utilisateur lorsqu'il se connecte à l'application et des réservations en temps réel. Ainsi, on va avoir, en fait, par exemple, une vue des réservations en temps réel afin de proposer des campagnes de promotion pendant les périodes creuses de l'année. Voilà, c'est en fait les types d'exigences. On part du besoin utilisateur, on dérive en fait vers l'exigence fonctionnelle et non fonctionnelle. Tout ça pour répondre en fait à des problématiques de traçabilité et de complétude de l'exigence tout au long du cycle de vie. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Saïd. Eh bien, on arrive déjà, malheureusement, au dernier pilier voilà, qui a été défini au démarrage par Marc de l'IE. C'est la gestion des branches, ou ce qu'on appelle en anglais le reuse. Est-ce que, Marc, tu peux nous en dire un peu plus? Je le peux. Merci. Voilà. Je vais le faire. Donc un des points forts donc, de la solution DORS, c'est donc la gestion des branches, comme Linda vient de le dire. Donc, très rares sont les projets qui sont isolés. Donc, vous êtes souvent amené à décliner votre projet en plusieurs versions. Donc, dans le cas, par exemple, de notre système hôtelier, on peut très bien considérer la réservation d'un hôtel, chambre plus petit déjeuner à Berlin, et puis d'avoir une réservation beaucoup plus complexe avec spa ou excursion à Dubaï ou à Bangkok. Donc, on ne va pas réécrire à chaque fois le système de réservation. On va utiliser donc une branche mère que l'on va décliner. Donc, la déclinaison peut se faire à un temps T, c'est-à-dire qu'à un temps T, on va pouvoir décliner 1, 2, 3 projets, et puis après, potentiellement remonter sur la branche mère, ça c'est également possible. On peut également échelonner les différents branches filles à travers le temps, donc projet 1 en temps T1, projet 2 en temps T2, etc. Et éventuellement, on peut utiliser une branche fille comme une nouvelle branche mère et redécliner un projet à partir d'un projet. Chaque cycle, chaque projet aura évidemment son propre cycle de vie et sa propre gestion d'exigence de ces points spécifiques, sachant que les points communs seront traités dans la branche. Donc, ça va sans dire que cette gestion des branches est un atout important pour un gain de temps, d'efficacité, de ressources et évidemment d'argent, puisque le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Parfait. Merci, Marc. On arrive déjà au terme de cette présentation. Alors, on peut dire, merci messieurs, que le projet a été bien mené et que le défi a été relevé haut la main. Bravo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser conclure et puis je reprendrai après la parole pour les questions-réponses s'il y en a. Linda, Marc, c'est vous qu'on va au bar, là, en fait, sur la photo? Pas le dire. En cocktail, c'est pas. Oui, on arrive déjà à la conclusion, comme le temps passe vite. En résumé, en fait, ça relate un peu ce qu'on a vu dans cette présentation aujourd'hui. La gestion d'exigence, telle qu'on l'appréhende de la manière la plus classique aujourd'hui, avec Word, avec Excel, c'est pas efficace dans le temps. Et ce n'est pas une notion qui est viable car elle ne satisfait pas en fait les points fondamentaux qu'on a décrits tout au long en fait, de cette session, que sont la collaboration en temps réel, la traçabilité en temps réel, notion fondamentale, la notion de variante et de branche telle que Marc en fait l'a présentée. Tout ça pour dire que la gestion des exigences, donc le titre c'était simple et professionnel. Si on va avoir une gestion des exigences simple et professionnelle, c'est avant tout une discipline qui va être facile d'utilisation.
qui doit être outillé, qui doit être convivial, qui doit être sécurisé pour être adopté par les différents acteurs du projet afin qu'elle donne pleinement satisfaction. Alors, c'est là où une solution comme IBM Doors Next, qui réunit ces 4 paramètres, permettant ainsi la réussite de vos projets de conception et de développement, est une solution simple et professionnelle. Merci, Saïd. Marc, quelques mots pour conclure? Non, je pense que Saïd a Très bien. très bien conclu. Donc, peut-être peut-être y a-t-il des questions, je ne sais pas. Oui, Je ne alors, je pas. j'ai effectivement 2 questions. Bah, je vous les soumets et puis vous me direz qui veut y répondre, si ça vous va, OK. comme mode opératoire. Très bien. OK. Alors, première question, vous avez parlé exclusivement de Doors the Next, mais nous utilisons aujourd'hui la solution IBM Doors classique. Est-ce qu'IBM continuera à supporter cette solution dans le futur? Allez, je la prends celle-là. Qui prend? C'est moi. C'est moi. J'aime bien. Elle est classique, donc j'aime bien. Oui, évidemment, Doors traditionnel ou legacy va continuer à exister. Trop de clients l'utilisent quotidiennement et ont des projets énormes dessus. Et il n'est pas question une seconde qu'IBM arrête Doors classique et son, sa roadmap est toujours existante et c'est un produit qui vit et qui évolue. Donc, en parallèle, Doors Next Generation s'adresse plus à des clients qui veulent une interface homme-machine plus conviviale, qui veulent un client léger, qui veulent pouvoir connecter ça avec d'autres outils de la chaîne ALM, la gestion des projets, la gestion des tests, etc., qui veulent également le coupler avec d'autres solutions à travers l'OSLC, par exemple, qui est un lien qui permet, comment dire, qui est une possibilité donc de coupler Doors Next avec d'autres solutions. Voilà, donc ces deux vont exister. Ne vous inquiétez pas, mais en fonction de votre besoin, choisissez de rester sur Doors Family ou migrer sur Doors Next, et nous sommes là pour vous aider évidemment dans cette migration. Bon, bah, c'est une réponse plutôt positive. Très bien, merci. Et seconde question, alors j'ai des exigences qui sont gérées aujourd'hui sous Doors encore classique. Puis-je migrer mes bases Doors classiques vers Doors NG sans déperdition de données? Existe-t-il des solutions de migration automatique de base? Qui prend? Je vais prendre la question si tu permets, Linda. Parce Je que t'en prie, après. La j'ai parité l'impression que sera comme ça. c'est une transition, que c'est cousu de fil blanc, c'est une transition vers la prochaine session. Parce que, Ah bah comme vous parfait. l'a précisé, en fait, c'est une série de webinaires consacrés à l'ingénierie des diligences. Et la prochaine session, qui aura lieu en septembre, c'est ça, Linda? Septembre, c'est bien cela. En septembre, va parler de ce sujet de migration de données Doors classique vers Doors NG. Alors, il existe en fait en standard des frameworks qui sont disponibles dans l'outil Doors NG, donc à travers le Rekif, qui est un standard en fait de migration d'exigences, donc on va dire globalement de modules, attributs, bases sous Doors classique vers DNG, de manière en fait assez fluide, mais avec des contraintes. Et puis, il existe en fait des solutions du marché telles que celle de Sodus, qui s'appelle le Toolkit DNG, qui propose en fait en mode clic-bouton de migrer automatiquement vos bases sans déperdition de données et avec en fait un moteur de migration qui agit en mode shadow en fait pour migrer et vos bases et toute la chaîne de valeur que vous avez mis en fait dans votre projet en fait Doors classique, puisqu'on va être au niveau consistance et cohérence en fait de données entre Doors classique et Doors NG dans les mêmes trames, dans les mêmes typologies en fait d'objets.
Mais de tout ça, on va vous en parler au mois de septembre, si vous voulez bien. Mais c'est une session ô combien importante, puisque aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui s'intéressent en fait à l'agile, qui sont utilisateurs en fait de Doors classique, mais qui ne retrouvent pas forcément en fait dans Doors NG leur même trame, leur même modèle de base de données, Doors, etc., etc. Donc, on va parler de tout ça pendant une grosse trentaine de minutes lors de la prochaine session. Mais bonne question, bonne question. Parfait. Ben, merci. Alors, messieurs, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je pense qu'on va clôturer cette première session et nous permettra de se revoir prochainement à la rentrée en septembre. Voilà, donc merci, messieurs. Je tenais à vous remercier pour cette présentation. Merci, merci à toi, Linda, d'avoir organisé en fait cette session. Merci à Marc. Bien entendu, toute l'équipe VMark et Sodus, on reste à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information sur la solution Doors Next et puis, bien sûr, vous accompagner dans la mise en place d'une solution de gestion des exigences au sein de votre organisation. Merci Eh ben, beaucoup. voilà, j'ai juste à vous dire également merci et au revoir. Et puis, comme Saïd a dit, regardez sur l'écran, nos mails et téléphones sont indiqués, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour vous aider. Merci, au revoir. Merci. Et Merci. comme dirait Marc, ALM m'en vôtre. Et rendez-vous en septembre. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon été à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.